enfin, aujourd'hui, on parle des fintech et j'en suis heureuse et je prêche vraiment pour que les fintech ne soient pas juste une hype sur le continent parce qu'elles apportent de vraies solutions pour les populations. En revanche, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que c'est substitué dans le langage des fonds d'amorçage, le mot fintech à celui de climate tech ou clean tech. Parce que en réalité, les investisseurs, donc les bailleurs de fonds internationaux, donc qui vont financer ces fonds-là d'amorçage, eux aujourd'hui, le sujet prégnant, c'est celui de la transition énergétique, d'apporter des solutions qui vont réduire l'empreinte carbone, etc. Mais mais donc, on a des capitaux qui s'assèchent. Bonjour et bienvenue sur Africa Tech Rising, votre podcast de référence pour un aperçu exclusif de l'écosystème technologique en Afrique francophone. Hello, bonjour Hello, Marie. hello Bonjour. Mélissa. Merci d'être là aujourd'hui avec moi sur Africa Tech Rising, le podcast. Je suis vraiment ravie d'être là aujourd'hui avec toi. Est-ce que tu souhaiterais te présenter et nous parler de ton parcours? Oui, bien sûr, avec grand plaisir. Donc, je m'appelle Marie Badiane Bouyou. Je suis franco-sénégalaise. Mon nom d'épouse est Mbouyou, donc d'origine congolaise en fait. Enfin, mon mari est d'origine congolaise. Et je suis avocate spécialisée en droit des affaires. J'accompagne en fait mes clients sur des transactions entre l'Europe et l'Afrique en fait. Donc avec cette approche afro-péenne, je dirais. Et donc, je suis née au Sénégal et j'ai grandi en France. Voilà ce que je peux dire de moi, in a nutshell, comme on dit. Ok. Ce que j'aimais beaucoup avec toi, comme avec pas mal de mes invités, c'est qu'on représente en fait cette notion de bridge Tout à entre fait. l'Europe et l'Afrique, et c'est vraiment ça qui est intéressant puisqu'on arrive à intégrer plusieurs cultures, et c'est ça que j'aime aussi beaucoup chez toi. Est-ce que tu souhaiterais nous en dire un peu plus sur ton travail, ce que tu fais au quotidien, Bien sûr, voilà, ou ton parcours, ton expérience? bien sûr. Alors, donc j'ai prêté serment il y a 3 ans, un peu plus de 3 ans maintenant. Et en fait, je suis spécialisée en, en structuration de financement. Aujourd'hui, je travaille en tant que off counsel pour le cabinet Alexander Partner. C'est un cabinet allemand. Nous sommes basés à Berlin principalement. Nous avons également des bureaux au Moyen-Orient et au Ghana, avec une vraie ambition pour l'Afrique francophone. Et donc, au sein de Alexander Partner, j'accompagne principalement les clients allemands qui souhaitent fournir des technologies sur le continent, dans le secteur de l'énergie. Mais du fait justement de ma formation euh, et de mon appétence en fait pour le financement, finalement, donc chez Mazars, j'ai beaucoup accompagné. J'ai vraiment eu cette sectorisation et ce focus fintech qui m'a amené justement à faire le certificat Harvard FinTech. Et donc, j'ai une vraie vision en fait pour le continent parce que je crois que le, le financement structuré, comme on l'appelle, donc qui regroupe que ce soit le financement de projets ou d'autres méthodes de financement en fait des entreprises, je crois qu'il a été vraiment créé et fondé sur la base de l'écosystème européen et qu'aujourd'hui il y a une vraie question qui se pose, comment est-ce que le financement doit être pensé pour les besoins du continent. Très très intéressant, super. On entre doucement dans le vif du sujet. Donc aujourd'hui, on va discuter de conseils financiers et juridiques, comme tu viens de le dire, Tout à fait. et aussi un petit peu de l'écosystème fintech, puisque tu touches aussi à ce domaine. Et donc on va essayer de comprendre un petit peu avoir un état des lieux de quel est l'écosystème fintech et les conseils juridiques et financiers en Afrique. Mais avant, Oui, est-ce que tu peux nous rappeler juste tout simplement pourquoi les conseils juridiques et financiers, c'est crucial à la croissance et à la prospérité des startups. Je pense que c'est important juste de rappeler pourquoi, d'amener un petit peu de d'accord. practicalité. Oui, bien sûr. Alors, en fait, les conseillers financiers et juridiques sont essentiels dans la croissance
et le développement des entreprises, puisque nous sommes dans un système capitaliste. Et donc, il est important de structurer l'apport en capital des entreprises. Donc le capital, c'est le sang finalement des entreprises dans le système dans lequel nous sommes mondialement. Et le rôle des conseillers juridiques, enfin pour ce qui les concerne, c'est vraiment d'identifier d'un point de vue réglementaire quels sont les leviers en fait de création de croissance et d'un point de vue structuration de contrats, comment penser les contrats pour sécuriser en fait le cash flow, parce que lorsqu'on lève des financements, lorsqu'il y a des investisseurs qui vont investir dans une boîte, ces investisseurs là investissent sur la base de ce qu'on appelle un cash flow, donc des revenus d'une entreprise. Et donc les contrats en fait finalement ils sous-tendent ces revenus là, ils viennent asseoir les revenus. Et donc c'est important d'avoir des contrats qui véritablement sécurisent ces revenus sur le temps, puisque c'est sur la base des projections de ces revenus-là qu'ont été faits les investissements. Donc c'est pour ça que les conseils juridiques en droit des affaires sont essentiels au développement des entreprises de manière générale. Et pour ce qui est des conseils financiers, eux pensent d'un point de vue plutôt chiffre, on va dire, les projections et s'assurent enfin déjà proposent des modèles en fait d'affaires qui vont apporter suffisamment de revenus. Et c'est sur la base donc de ces projections là et de ces structurations là que vont être faits les investissements. Donc le point, je dirais, Mélissa, qui est hyper important, c'est vraiment de se dire que nous sommes et nous évoluons dans un système capitaliste, donc il faut du capital parce que c'est le sang de l'entreprise, c'est ce qui lui permet de réaliser en fait ses ambitions. Et les conseils juridiques et financiers sont donc les partenaires pour d'une part attirer ces capitaux-là, les sécuriser et permettre le développement des entreprises. D'accord, merci. Je pense que c'est un point important. Donc toi, tu es avocate, donc tu vas pas Tout à fait. forcément donner les conseils financiers, mais je suppose que parmi tes collègues, il y a l'aspect financier, mais toi, c'est l'aspect légal, l'aspect juridique dans l'accompagnement des startups. C'est bien ça, je comprends bien ton rôle. Tout à fait, tout à fait. Moi, mon rôle, c'est de traduire juridiquement les discussions commerciales des startups et de m'assurer donc d'un point de vue réglementaire que le cadre réglementaire qui est applicable à la juridiction dans laquelle la startup évolue correspond bien la startup est en conformité par rapport au cadre légal avec avec peut-être ce commentaire qui est que finalement les startups sont très innovantes et donc très souvent on va avoir une dissociation entre le cadre réglementaire qui n'évolue pas assez rapidement et et la capacité d'innovation et les offres qui sont proposées par la startup qui finalement ne ne retrouvent pas d'écho dans le cadre juridique puisque ce cadre juridique il n'est pas assez mature. Super intéressant. Et est-ce que de ton expérience et de ton regard, quelles sont les étapes clés en fait dans le développement des startups et comment les conseils juridiques et financiers viennent s'insérer dans ces étapes clés? Alors, pour répondre à cette question, en fait, j'aimerais vraiment parler de quelque chose que moi, en tant qu'avocate, j'observe et que je considère comme être un échec. Parce que donc, l'échec, il se traduit comment? Il se traduit par le manque d'acteurs pour toutes les étapes de financement d'une entreprise. Donc quand une entreprise, en fait, à la phase d'amorçage, sur le continent, il y a effectivement des instruments et des offres de financement pour la phase d'amorçage d'une startup. Mais en réalité, pour ce qui concerne les fintech, je vais me focaliser sur les fintech et donc leur financement et les prérequis
pour qu'elles puissent arriver donc à un stade de moi ce que j'appelle le Revolut Game. Donc le Revolut étant donc la banque digitale européenne qui aujourd'hui compte plus de 40 millions d'usagers actifs, il me semble. Euh, et, euh, et donc du coup pour en revenir sur le continent, le point de départ c'est de se dire que les fintech lorsqu'elles elles sont créées en fait à partir de l'observation d'un environnement donné et donc elles cherchent à répondre à des défis dans cet environnement-là. Pour ce qui est de l'Afrique, c'est le défi de la bancarisation et oui, principalement le défi de la bancarisation et aussi de proposer des services financiers qui correspondent à une réalité qui est celle d'un secteur informel qui a une large partie en fait de l'économie, qui représente une large partie de l'économie. Donc, du coup, pour revenir à ta question, parce que du coup, je perds le fil, s'agissant donc Des s'agissant donc étapes clés. et donc du coup les étapes clés donc c'est la phase d'amorçage lorsque l'entreprise le projet naît et ensuite la startup donc a besoin de fonds pour pouvoir prouver en fait la commerciabilité de l'offre qu'elle propose. Donc les fonds qui vont être alloués à cette phase-là sont les fonds dits d'amorçage. Ensuite, lorsque la startup a prouvé en fait sa commerciabilité, elle va avoir un certain nombre de besoins pour pouvoir croître. Et, euh, et là, on est sur une autre étape euh, qui est de développement. Et ensuite, donc pour ces deux premières étapes-là, on a une offre en fait sur le continent. En revanche, pour la phase de croissance et d'expansion, qui pour moi en fait requiert qu'il y ait un certain nombre enfin, des marchés en fait, qu'il y ait une offre, une demande suffisante. Euh, Étant donné que le profil des investisseurs en fait sur le continent est principalement drivé par ce qu'on appelle les DFIs, donc les bailleurs de fonds internationaux, ces bailleurs de fonds là en fait ont des raisons d'investir qui sont pas des raisons d'investir qui sont purement business. Donc, il y a vraiment une volonté d'accompagner l'entrepreneuriat sur le continent. Donc, on va retrouver des financements en phase d'amorçage euh, et qui vont permettre aux fintech bah, de, de, de se lancer, de prouver enfin, de prouver qu'il y a un vrai besoin. Mais en revanche, il va déjà en fait pour pouvoir passer à la phase véritablement de croissance, ce sont des investisseurs différents qui entrent en jeu. Et ce qui se passe sur le continent, c'est que ces investisseurs-là, surtout pour l'Afrique francophone, n'entrent pas en jeu parce que le cadre réglementaire est pas propice en fait. Puisque en fait le cadre réglementaire il est fragmenté. Aujourd'hui, on a à peu près 300 millions d'habitants en Afrique francophone. C'est à peu près comparable à la population de l'Union européenne. Or, dans ces 300 millions-là, en fait, c'est pas du tout, quand on compare les deux espaces, on n'est pas du tout sur quelque chose de similaire, puisque enfin, dans l'Union européenne, on a un cadre réglementaire unifié, tandis que dans les 300 millions, on parle du cadre réglementaire de la RDC, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, et ce sont autant de marchés, puisque autant de cadres réglementaires différents. Donc, si on voulait faire un petit peu un aperçu de l'état actuel des conseils juridiques et financiers, que ce soit sur le continent ou en Afrique francophone, si je comprends bien, tu nous dis que en phase d'amorçage, il y a un accompagnement quand même raisonnable et présent pour le début du développement de la startup également. Mais ensuite, au fur et à mesure, enfin, tu pourras réexpliquer ça dans un instant, mais au fur et à mesure que la startup grandit, là, on n'a plus du tout d'accompagnement financier et juridique. Est-ce que c'est bien ça? Alors, de ce dont je parlais, en fait, c'était plutôt des investisseurs, donc des investissements. Et il faut savoir donc que concernant les conseillers financiers et juridiques,
Donc ce ne sont pas des conseillers financiers et juridiques directement des founders, en fait des fondateurs d'entreprises, mais ce sont des conseillers juridiques et financiers qui vont diriger leur offre, d'une part pour accompagner en fait la structuration des fonds d'investissement d'amorçage. Donc c'est très important euh, d'avoir cela à l'esprit parce que en réalité ces conseillers financiers là ils sont là pour que le fonds pour structurer le fonds d'investissement, ils sont pas là pour les intérêts donc des fondateurs. Donc ça c'est le premier point. Ensuite donc une fois que le fonds est structuré, ce fonds en fait déploie alloue des enveloppes euh, en phase d'amorçage et la plupart du temps ces transactions là sont faites finalement sans conseiller juridique et financier autre que ceux qui appartiennent à la, à la, à, au, enfin, au fonds qui déploie donc les enveloppes. Donc ça c'est un vrai sujet de parce que C'est extrêmement problématique. oui, oui, tout à fait, parce que en réalité, ça veut dire qu'il n'y a pas de conseils. Enfin, par exemple, il y a plus d'1 milliard aujourd'hui qui a été déployé sur le continent et il n'y a pas de conseils. En fait, finalement, c'est 1 milliard, ils ont été déployés sans que les fondateurs puissent vraiment sécuriser leur intérêt. Parce qu'il y a un vrai sujet, étant donné que le capital est rare sur le continent, bah, dès lors qu'on a une possibilité de se faire financer, la tendance, c'est qu'on se dit, bah, c'est génial, c'est une vraie opportunité. Or, l'opportunité, elle doit être vraiment mesurée en fonction des risques. Et cette étape-là, elle est pas du tout, il n'y a pas d'offre, en fait, pour permettre aux fondateurs de sécuriser leurs intérêts. Et ça, je trouve que c'est super important parce que la raison pour laquelle c'est déterminant, c'est que ces fondateurs-là, eux, ont à l'esprit leur business. Eux ont à l'esprit de faire grandir leur business. Tandis que les investisseurs, comme on l'a dit plus tôt, les investisseurs, en fait, sur le continent, en phase d'amorçage, eux ont à l'esprit donc au mieux récupérer leur mise. Donc on est sur des phases d'investissement de 5 à 7 ans dans ce qu'on appelle le VC. Et venture capital, pardon, donc le capital investissement qui permet de développer en fait enfin de financer des entreprises early stage et et en fait donc finalement les intérêts de ces entreprises là c'est que la start-up dans laquelle enfin qu'ils financent soit valorisée à 5 7 ans et cette valorisation là finalement elle dit rien de la pérennité de l'entreprise parce qu'elle va être valorisée pour moi sur des paramètres qui sont plus des paramètres de hype entre guillemets. On le voit parce que aujourd'hui il y a vraiment un nombre incroyable de startups qui proposent les mêmes solutions et un des sujets, c'est que moi, je suis pas financier, mais la réplicabilité des modèles, normalement, devrait être intégrée dans la valeur parce que c'est ça qui détermine l'innovation, le caractère innovant. Donc, si, par exemple, si tu as sur le marché euh, 10 shampoings qui font exactement la même chose, et ben en réalité le shampoing donné il va pas être si innovant que ça. Donc je crois pas que ces sujets-là soient vraiment intégrés. Et le point dont je voulais discuter, c'était vraiment le point du cadre réglementaire. Et donc pourquoi le cadre réglementaire? Parce que comme on l'a dit plus tôt, le capital c'est le sang des entreprises. Or sur le continent on n'a pas du tout, on n'a pas une mobilisation de l'épargne qui suffise à créer des investisseurs, qui soient institutionnels ou pas, ou privés, euh, pour alimenter justement, enfin pouvoir financer en fait ces projets-là et financer les entreprises sur le continent. Donc le résultat, c'est qu'on a en face donc, des investisseurs qui sont étrangers et pour lesquels
disons que les motifs d'investissement sont pas des purs motifs business en fait. C'est plus des motifs liés à l'opportunité de pouvoir, par exemple, si on se positionne et on en avait discuté dans la préparation du podcast, si on se positionne en fait enfin aujourd'hui on parle des fintech et j'en suis heureuse et je prêche vraiment pour que les fintech ne soient pas juste une hype sur le continent parce qu'elles apportent de vraies solutions pour les populations. En revanche, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que c'est substitué dans le langage des fonds d'amorçage le mot fintech à celui de climate tech ou clean tech parce que en réalité les investisseurs donc les bailleurs de fonds internationaux donc qui vont financer ces fonds-là d'amorçage, eux aujourd'hui le sujet prégnant c'est celui de la transition énergétique, d'apporter des solutions qui vont réduire l'empreinte carbone, etc. Mais mais donc, on a des capitaux qui s'assèchent pour les fintech parce que aujourd'hui, les investisseurs qui mettent au pot et qui permettent enfin, qui mettent donc les fonds de fonds, on va dire, bon, eux, aujourd'hui, leur priorité, c'est le mot d'ordre, c'est d'investir dans les nouvelles technologies orientées vers la réduction d'empreinte carbone. Et c'est un vrai sujet, parce que ça veut dire que tout cet écosystème fintech qui s'est créé, bah, il est un peu laissé en jachère parce que c'est plus dans l'intérêt des investisseurs, des fonds d'amorçage, des fonds VC africains, de financer ce type de projet. Donc, à la fois, on a 2 points ici. On a le 1er point où tu nous expliques que les règles du jeu, elles sont pas tout à fait justes pour les startups africaines puisqu'elles ne bénéficient pas de vrai accompagnement juridique et financier et du coup, leurs intérêts ne sont pas défendus comme ils le devraient face aux investisseurs. Et le deuxième point, c'est que au lieu, dis-moi ce que tu en penses, mais au lieu de continuer à développer des vrais produits qui ont un vrai intérêt pour le développement du continent, eh bien, on va venir suivre un petit peu toutes ces trends internationales telles que clean tech. Et donc, finalement, ça n'aide pas au développement du continent parce qu'on est dans cette globalisation où il faut suivre les trends, il faut suivre l'argent et tout le monde fait un petit peu Tout à pareil. fait. Tout à fait, en Et fait. Ce que tu appelles suivre l'argent, j'aime beaucoup cette expression parce que c'est vraiment ça, en fait. C'est en fait les fonds qui investissent, donc internationaux qui investissent enfin, dans les startups africaines, elles-mêmes, enfin, il faut avoir conscience du fait que ces fonds-là suivent une trend et donc suivent l'argent donc de leurs investisseurs à eux, en fait. Et, euh, et c'est un vrai sujet parce que ça permet pas de structurer donc une industrie en fait du service qui soit service financier, de conseil financier ou de conseil juridique, parce que en fait finalement il y a une telle instabilité que par exemple pour donner un exemple, si en fait le droit boursier par exemple en Europe a pu se créer parce qu'il y a eu enfin voilà, il y a eu des marchés de capitaux, il y a eu le temps enfin en fait on s'est arrêté sur cette manière sur ce concept en fait de bourse finalement et de marché de capitaux et on l'a développé, il a mûri, etc. Mais si on se dit, ok, bah aujourd'hui la trend c'est les fintech, c'est un conseil totalement différent. Enfin, la maturation en fait les sujets sont totalement différents des sujets clean tech parce que pour donner un exemple très précis, par exemple une fintech pour pouvoir vraiment évoluer elle a besoin de quoi? Donc, ce que j'appelle Revolut Game, c'est elle a besoin d'avoir un pool d'usagers qui est conséquent. Donc, ça veut dire, et c'est pas donc par hasard que le Nigeria, par exemple, a pas mal de fintech parce que la population du Nigeria, elle suffit à alimenter en fait. Enfin, c'est un marché qui a une taille significative. Donc, si on s'intéresse au marché francophone, donc qui est fragmenté comme on l'a indiqué tout à l'heure,
En fait, il faudrait pour que ces fintech passent au next level, qui est en fait un lobbying qui se structure pour justement standardiser les réglementations, pour permettre en fait aux fintech d'évoluer dans un marché qui est unifié. Donc et toutes ces initiatives là, aujourd'hui, elles ne sont pas prises sur le marché francophone parce qu'il n'y a pas de capitaux pour accompagner ces dynamiques-là. Parce qu'aujourd'hui, les capitaux vont vers les clean tech. Et les clean tech, par exemple, pour pouvoir mûrir, et je l'espère que la trend des clean tech va pas sécher non plus, ce sont des dynamiques différentes en termes de cadre réglementaire parce qu'il faut donc sécuriser du volume quand on parle de recyclage et cette sécurisation de volume, j'ai pas entré trop dans le détail, bah, ça passe par un cadre réglementaire qui oblige par exemple les gens à collecter leurs bouteilles plastiques. Donc euh, moi, mon approche, parce que j'ai aussi eu une formation en sciences politiques et en lobbying, c'est vraiment que le droit des affaires sur le continent doit se penser différemment. C'est pas un accompagnement simplement contractuel et transactionnel, mais c'est un accompagnement de pour créer un écosystème qui permette en fait à son client d'évoluer et donc c'est une approche que moi j'appelle systémique et holistique qui ne passe pas juste par le fait de dire ok cette transaction c'est un bon deal c'est pas un bon deal quoi. Non, parce qu'en fait, en réalité, même si on a un bon deal, si on est dans un cadre réglementaire qui est pas du tout adapté ou qui n'évolue pas pour permettre justement à l'entreprise elle-même ou aux entreprises d'un secteur donné d'évoluer, eh bien, on est face à un mur. Et c'est regrettable quand on sait que bah, ces solutions, elles ont un vrai apport pour les populations. C'est vraiment intéressant ce que tu dis parce que à travers différentes conversations que j'ai eues avec d'autres invités ou juste d'autres startups ou investisseurs, il y a toujours, je trouve que sur le continent africain, il y a toujours, bon bah il y a énormément d'espoir et on a tous, je pense qu'il y a beaucoup de nous qui sommes drivés par non pas juste par l'argent, mais par le cœur et par une réelle passion de l'amour de l'Afrique, je pense. Tout à fait. Donc ça c'est peut-être ce qui va nous sauver, ce qui va faire que l'Afrique va finalement voilà, être qui elle doit être sur cette terre. Mais en même temps, quand j'entends des discours comme le tien, donc c'est pas voilà, c'est pas la fin du monde, etc. Mais ça me rappelle à quel point en fait les fondations sont encore très faibles et qu'il y a encore énormément de travail à faire dans les fondations même, puisque Tout à ok fait. là tu parlais de régulation, etc. Bon, la régulation évidemment c'est vraiment essentiel et il va vraiment y avoir besoin de politiques qui par exemple, si on prend un pays pas si loin que ça de l'Afrique, si on prend l'exemple de Dubaï, c'est un pays qui a développé des politiques, des réglementations pour faire que ça se développe et attirer les startups, etc., etc. Donc, je pense qu'on aurait aussi besoin, voilà, de politiques peut-être similaires dans les intérêts du pays ou dans les intérêts d'un groupe de pays, comme l'Afrique francophone. Tu disais, c'est la taille de l'Europe en termes de population, donc c'est énorme si tu y penses. Enfin, c'est quand même conséquent. Oui, Euh, oui, et, oui, c'est conséquent. et Et du à la coup, fois pas si, parce que c'est fragmenté. C'est ça le sujet. c'est ça. Du coup, je trouve que qu'en même temps, c'est aussi la réalisation que les fondations restent vraiment à être consolidées et à construire parce que si on n'a déjà pas les éléments principaux tels que pouvoir représenter les intérêts des startups, faire en sorte que les relations soient justes entre les investisseurs et les entrepreneurs, ça va être compliqué de réellement développer un marché qui est sain et qui bénéficie réellement à l'Afrique. Oui. Et, euh, et je rebondis en fait sur les fondations parce que je crois vraiment justement que l'offre donc des conseillers juridiques et financiers, donc l'industrie de conseil, doit justement s'orienter vers la proposition de solutions pour adresser ces défis qui sont liés aux fondations elles-mêmes. Et donc ça veut dire que ça ne peut pas être des solutions
qui sont comme celles qu'on voit dans des marchés plus matures. Qui sont parce que en réalité donc les cabinets d'avocats doivent et de conseil doivent proposer des offres de services à des associations. Aujourd'hui, j'ai fait un peu mes devoirs avant le podcast et je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais si je le répète, c'est vraiment parce que c'est un vrai sujet. Je pense que c'est quand même assez éclairant pour dire qu'il manque tout des fondations et que l'offre sur le continent, elle permet pas d'adresser justement les défis et de créer, de proposer des solutions pour faire mûrir ces fondations-là. C'est que donc la Côte d'Ivoire, qui est quand même un des marchés les plus dynamiques, on va dire en Afrique francophone, c'est le marché le plus dynamique parce que la RDC est drivée par les ressources naturelles, donc c'est différent. Je parle toujours des pays en Afrique francophone, et donc la Côte d'Ivoire ne compte que entre 400 et 700, le chiffre est pas sûr, d'avocats. Sachant que ces avocats-là, pour l'industrie juridique, eh bien, ils sont pas tous des avocats d'affaires. Ça veut dire, il faut avoir conscience des transactions, enfin du montant de transactions qui se fait avec en face mais des conseils qui sont, enfin, bah, une offre de conseils qui est quasiment inexistante. Et, euh, et c'est parce qu'il y a des conseils que justement on peut bah, créer en fait un écosystème qui fait des best practices de ces conseils, etc. Et ces best practices en fait finalement deviennent loi, font loi, etc. C'est comme ça que fonctionne la légistique et la création de la loi. Parce qu'elle est basée sur les pratiques en fait des acteurs économiques. Et en fait, finalement, si ces pratiques-là, elles sont pas structurées, pensées, standardisées, eh bien malheureusement, on aura toujours ce sujet en fait des fondations. Et oui, je crois que ce sujet-là, il est encore plus prégnant en Afrique francophone parce que ce sont ces standardisations-là qui vont permettre d'avoir un marché unifié, enfin, et donc offrir un vrai potentiel de croissance à que ce soit des fintechs ou des startups de manière générale. Donc toi, si je me trompe pas, tu as été formé en France, c'est ça? Tout à Euh, fait. Parce que je suppose que ça revient aussi au sujet d'accéder à une pool de talents et de personnes qui ont été éduquées sur le sujet. Hein. On ne peut pas se lancer dans le juridique ou dans le financier juste comme ça. Et donc, du coup, peut-être aussi que sur le terrain, je ne sais pas, mais peut-être que sur le terrain, il y a un manque aussi d'écoles qui sont, voilà, qui vont former les futurs conseillers financiers juridiques, ou peut-être pas, je ne sais pas. Est-ce que tu as Oui. plus d'informations sur le sujet? Alors, pour répondre à cette question, j'aimerais citer une grande de chez grande, Viola Davis, parce que lorsqu'elle a gagné, en fait, je crois que c'était son Emmy Award, elle a dit une phrase que j'aime beaucoup dire parce que ça permet vraiment de remettre l'église au milieu du village. C'est vrai qu'elle a dit, en fait, qu'entre les actrices blanches et les actrices noires, en fait, le gap, c'était les opportunités. Et je dirais la même chose pour mes confrères et mes consoeurs, en fait, sur le continent, c'est qu'on leur donne pas l'opportunité de travailler, en fait, sur des transactions donc de créer, en fait, justement une base de connaissances qui après va être traduite en loi, etc. Et c'est un vrai sujet. On a beau être formé en droit des affaires, même des top universités dans le monde, si on n'a pas l'occasion de travailler en fait sur des transactions, malheureusement, on crée pas d'expertise en fait. Et donc, c'est pas tant que j'ai été formée en Europe ou en Occident, c'est parce que j'ai eu l'occasion justement de travailler sur des transactions. C'est ce qui m'a permis de développer une expertise. Et ce sont ces occasions-là que n'ont pas nos confrères et nos consoeurs en fait sur le continent et qui fait que c'est un vrai sujet parce qu'il n'y a pas il y a pas d'industrie juridique et financière possible parce qu'ils n'ont pas l'opportunité de travailler sur des transactions à forte valeur ajoutée. Les opportunités, oui, je pense que c'est un très bon point. Les opportunités, d'avoir la chance de pouvoir travailler sur un sujet, qu'on te fasse confiance.
c'est vrai que moi, je suis originaire de l'île de la Réunion et on est une population très, très mixifiée, avec jusqu'à maintenant, on va dire, un beau vivre ensemble. Et Oui, pourtant, parfois, en fonction de ta couleur de peau, on te sera pas donné les mêmes opportunités. Et je trouve ça tout à fait. c'est assez drôle parce que au final, c'est des clichés qui remontent Mm, depuis bien longtemps et qui sont oui, perdurés, même sur les nouvelles générations, où on n'aura pas forcément tous les mêmes opportunités en fonction de nos origines, alors qu'on vit tous ensemble dans le même pays depuis oui, quand même très très longtemps. Et donc du coup, oui, ça, c'est vrai que ça revient, je pense, à ce que tu viens de citer par rapport à l'actrice noire et les opportunités par rapport aux actrices blanches. oui, oui, oui. Et puis moi, enfin, ce qui a été vraiment un tournant, c'est que j'ai fait un stage en Afrique du Sud. Et on dit souvent en fait que l'on peut voir, on peut juger possible que ce que l'on voit en fait, et de voir des concerts noirs qui travaillent sur des beaux deals, etc. Je me suis dit, enfin, ça a créé quelque chose en moi. Et, euh, et bien sûr que l'Afrique du Sud a un certain nombre de défis qui vont être encore plus prégnants avec les élections en mai prochain. Enfin, on est en mai, d'ailleurs, les élections prochainement. Mais malgré tout, c'est quand même un espace où on voit, en fait, enfin, une juridiction qui est assez mature d'un point de vue droit des affaires. Et ça permet de voir tout le gap avec l'Afrique francophone. Et je tenais en fait à vraiment te remercier pour ton initiative, parce que c'est vrai que en réalité, on parle souvent d'Afrique, mais on ne mesure pas à quel point il est nécessaire d'apporter de la connaissance en français pour l'Afrique francophone, parce que c'est pas le même niveau de connaissance. Et en ce sens, je pense que ton podcast, c'est une superbe initiative. Et merci de me faire l'honneur d'y participer, parce qu'effectivement, en fait, toute la connaissance dans un monde globalisé comme ça est en anglais. Et il y a un vrai gap, et ça aussi, c'est un défi en Afrique francophone que l'on doit adresser, et ça passe par des initiatives comme la tienne et par ce type de podcast, en fait, qui justement apporte la connaissance en français, et ça, c'est déterminant. Ouais. Merci à toi, Marie, pour ces belles paroles. Je pense que c'est important aussi d'apporter je pense que c'est important de faire un point justement sur le fait de parler en français, d'être dans un espace francophone. Donc toi, je crois que tu parles minimum 3 langues, c'est ça? Tu parles français, tu parles allemand et Oui, tu parles anglais, et peut-être que tu parles oui. une autre langue africaine, je suppose. Alors, Euh, je comprends d'autres langues, mais je les parle pas activement. d'accord. On va dire. Voilà. Et c'est vrai que l'anglais, c'est confortable. Personnellement, je travaille en anglais, c'est confortable, c'est facile de s'exprimer, c'est droit au but. Le français, c'est beaucoup plus complexe, il faut articuler beaucoup plus, il y a un tas de vocabulaire à utiliser et on se sent pas Oui, forcément à l'aise, même si, par exemple, pour moi, c'est ma langue natale. Et pourtant, il y a vraiment cet appel, je trouve, de réaliser du contenu en français parce que, comme tu viens de le dire, l'Afrique francophone ou bon, la communauté francophone en soi a oui, besoin d'un petit coup de pouce et a besoin de soutien. Et en fait, on est une communauté qui peut être super forte, mais si personne fait l'initiative de se connecter du coup en français, eh bien, on va pas pouvoir s'unir. Comme tu disais tout à l'heure par non. rapport à l'Afrique francophone qui est extrêmement fracturée. Voilà. Oui, tout à fait, tout à fait. Et c'est vraiment indispensable, je pense, enfin pour toute start-up, d'avoir cela à l'esprit et de faire du lobbying en ce sens, parce qu'encore une fois, nos marchés en fait respectivement sont trop petits. Ils sont vraiment trop petits. Enfin, je veux dire, quand on a même pas, enfin même la France, hein, enfin qui a, je crois aujourd'hui près de 70 millions d'habitants.
euh, n'est pas en fait un marché avec une taille significative en fait. Et j'aimerais enfin aussi parler de la Chine, ce qui a Mhm. permis vraiment de développer l'écosystème des fintech chinois. C'est d'une part un soutien du gouvernement, et mais surtout surtout la taille du marché chinois en fait. Et donc de nouveau tout ce qui c'est pour ça que je formule un vrai appel au conseil d'avoir cette approche là de proposer une offre pour adresser les défis en termes de fondation, en fait, ce dont on a parlé, les prérequis pour que l'écosystème fonctionne, pour avoir des révolutes, en fait. Enfin, si Revolut est passé après le Brexit, en fait, donc ne pouvait plus opérer de la même manière et toucher les mêmes clients depuis le Royaume-Uni, et donc est passé en Lituanie, euh, eh bien, c'est bien pour une raison, c'est que le point d'ancrage, c'est vraiment un cadre réglementaire unifié, un marché unifié, et avec cela, donc un nombre potentiel d'usagers qui est conséquent pour, euh, pour atteindre la profitabilité. Et donc aujourd'hui, de manière, j'ai une petite question concrète, pratique. Aujourd'hui, si je suis une start-up en Afrique, j'ai besoin de conseils juridiques et financiers. À qui je peux m'adresser en fin de compte? Est-ce que je dois m'adresser en dehors du continent? Est-ce qu'il y a des personnes qui peuvent m'aider sur le continent? De tes connaissances à tout. Alors, si je suis en Afrique francophone, je pense que j'ai un confrère pour dire, en fait, alors que vraiment ce sont des sujets que je suis, Tidjane Camara, qui a aussi été donc responsable juridique pour, je crois, Chipper Cash, de mémoire, que je peux citer, qui a vraiment développé une expertise pour conseiller les startups et les fintechs. Et je veux dire, c'est une personne, en fait, sur 300 millions de personnes. Je crois pas, en fait, avoir identifié, même ici en Europe, en fait, donc des confrères donc afro-descendants qui auraient développé une vraie expertise pour conseiller les startups et cet écosystème innovant, en fait, qui est particulier. Et je dis ça, en fait, j'aimerais quand même rappeler la raison, c'est que il y a ce truc où concernant les transactions en Afrique, en fait, il y a une industrie juridique, de conseil juridique et financière qui s'est développée pour les transactions fortement capitalistiques, donc développement, enfin projet d'infrastructure, etc. Mais dès lors que on arrive en fait, et même je parle de mid-size, hein, c'est c'est un vrai sujet. Et je le dis d'autant plus que je développe en fait pour mes prospects euh, des offres justement pour adresser ce mid-size là quand le, le ticket, comme on l'appelle, est de moins de 100 millions. Et donc, ça veut dire que c'est très compliqué de payer, enfin d'engager des frais de conseil juridique et financier à standards internationaux, parce que et finalement, qu'on se trouve à Abidjan, à Dakar, si on fait le même travail que quelqu'un qui se trouve à Londres, on va le facturer de la même manière. C'est aussi un vrai sujet. Donc pour pouvoir positionner une offre donc de conseil sur des tickets mid-size, en fait, mais même mid-size par rapport au continent, parce qu'en plus, le mid-size, je disais 100 millions, mais le mid-size africain n'est pas le mid-size de Londres, en fait. Pour ces transactions-là, il n'y a pas d'offre de service, en fait. Donc, il y a, je dirais même, moi, ce que je dis tout le temps, c'est que c'est une super nouvelle, en fait, au lieu de tous aller se bousculer, se jouer des coudes sur des transactions de financement de projets à centaines de millions, etc. Il y a un marché en fait qui est là à prendre parce qu'il y a un besoin en fait et juste il n'est pas adressé, c'est tout. Donc ouais, c'est un vrai message d'espoir, je trouve, pour l'Afrique francophone et pour les consoeurs et les confrères qui regarderait en fait, enfin qui nous écouterait, c'est vraiment de dire qu'il y a un marché à prendre parce qu'il y a, il y a rien. Donc il y a tout à faire. C'est un message d'espoir et c'est aussi un appel, j'ai l'impression, de Tout ton à fait. côté. On sent Tout à l'appel quand fait. même, hein. Oui, 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 oui. Oui, il vient du cœur en plus. Donc.
Donc il y a une vraie opportunité pour Oui, les personnes, les avocats, les personnes qui évoluent dans la sphère juridique, dans la sphère financière, pour l'accompagnement des startups en Afrique. Comme oui, tout est à faire, il y a une vraie opportunité. Et du côté oui. startup, est-ce que tu vois des opportunités pour par exemple, les startups fintech en Afrique francophone? Est-ce que il y a des opportunités que tu vois par rapport à d'autres régions, par exemple? Tu te dis, au-delà du fait, évidemment, comme on disait tout à l'heure, au-delà du fait qu'il y ait besoin d'une union pour avoir une taille de marché suffisante pour déployer des produits. Au-delà de ce fait-là, quel type d'opportunité tu vois pour ces startups? Alors, moi, je vois une opportunité, c'est vraiment pour les fintechs de se fédérer. Il y a des associations, mais elles sont pas du tout. Je pense qu'il y a une culture en Afrique francophone plus particulièrement et de manière générale en Afrique, c'est subsaharienne. Pour parler de ce que je connais, en réalité, c'est vraiment le fait que il y a il y a une méfiance des autorités. Or, on peut pas aller en maturité en fait sans le concert en fait des autorités. Donc il faut apprendre à travailler avec les autorités, apprendre avoir une approche lobbying qui manque cruellement en réalité sur le continent parce qu'il y a cette défiance historique que finalement le l'autorité c'est la corruption, etc. Il y a une réalité là-dedans, mais en face de ça, il y a aussi la cruelle vérité que sans les autorités, sans collaboration avec les autorités pour créer justement les cadres propices au développement des entreprises, il y a rien qui est possible. Donc oui, moi je vois une opportunité pour les startups de se fédérer et ensemble d'aller en fait collaborer avec les autorités pour pouvoir créer en fait des cadres qui leur permettent d'être les révolutes africains de demain. C'est très En intéressant ce plus, que tu dis. je fais pas de pub à Révolut, mais je crois que c'est un beau message parce que finalement, c'est très compliqué d'arriver à la profitabilité pour les fintechs. Oui, et puis si, pour ceux qui ont suivi un petit peu l'évolution de Revolut, on voit que c'est quand même très novateur. Aujourd'hui, ils ont intégré l'achat de crypto, par exemple. Ils ont fait un partenariat avec MetaMask, qui est une crypto wallet, pour pouvoir acheter des cryptos directement à partir de ton compte bancaire Revolut. Enfin, c'est quand même, on est sur un autre niveau quand même Oui, avec Revolut. Après, je pense qu'on connaît pas forcément tous les dessous, ce qui se passe, ce qui n'est pas visible, on va dire. Mais c'est sûr que c'est un bel exemple d'utiliser un cadre réglementaire tel que l'Europe pour pouvoir déployer un produit sur un énorme marché. Et je pense que voilà, Revolut, ça parle à beaucoup de personnes et c'est quand même un exemple de succès assez incroyable jusqu'à aujourd'hui. Voilà, pour moi, avec l'intégration des cryptos, ils sont quand même passés aussi à un autre niveau. Selon toi, à la fois l'opportunité et les défis en Afrique francophone, c'est la collaboration avec les autorités parce que de manière historique, la corruption, euh, plein de choses voilà sombres, négatives qui n'amènent pas à l'évolution et à la prospérité des pays. Mais en même temps, pour toi, ça reste crucial. Donc peut-être déjà d'assainir un petit peu ce côté politique, etc., d'avoir des nouveaux leaders, des personnes visionnaires et qui portent réellement le pays à cœur, mais qui puisse aussi gérer un historique quand même assez lourd et oui, de corruption, hein, faut pas se mentir. oui, Je pense que même s'il y a une super personne qui vient d'être mise au pouvoir, elle va quand même devoir récupérer les dossiers d'avant ça c'est et vrai. donc c'est quand même très compliqué, mais ça se fait. Je pense qu'il y aura des nouveaux leaders un petit peu comme partout dans le monde où ils pourront faire le bridge aussi entre les Oui, dossiers d'avant et des nouveaux dossiers plus positifs qui peuvent permettre voilà au pays de se développer et d'être attractif. Et donc, c'est assez intéressant que voilà que pour toi, c'est vraiment un des points, des pain points, un des points vraiment importants. La défiance à l'autorité, oui, parce qu'il faut pas être naïf, il faut pas se laisser faire, mais en même temps, c'est par cette autorité, par la régulation et par les lois
qu'on pourra avancer et déployer des produits voilà, solides et qui peuvent être bénéfiques au pays ou à un groupe de pays. Oui, tout à fait. Et tu posais la question des opportunités. Je pense aussi que les opportunités aujourd'hui sur le continent pour les startups et plus particulièrement les fintech africaines, c'est vraiment de s'intéresser aux usages. Et par rapport à ça, par exemple, récemment, en fait, Africria est devenu Anka Pay, enfin Anka, parce que finalement, en fait, les fondateurs ont vraiment compris que, en fait, parce que ils ont dans leur, enfin, qu'il y avait un vrai besoin de développer des solutions de paiement et ont tiré cette expertise-là, en fait, enfin, finalement, d'une plateforme qui était de base une marketplace pour les créateurs africains. Et pour moi, cet exemple, il est vraiment extraordinaire parce qu'il montre il y a un vrai potentiel lorsqu'on s'intéresse vraiment aux usages. Et ça, c'est aussi un vrai problème je pense par rapport aux investissements parce que ce qu'on a vu c'est qu'on a vu la multiplication de startups qui étaient orientées enfin de fintech qui étaient orientées vers l'envoi d'argent à l'étranger etc parce qu'ils se sont dit que les investisseurs vont mieux comprendre la valeur ajoutée de ce type de business model sauf qu'aujourd'hui c'est tellement répliqué à l'infini alors que faut quand même se rappeler qu'une fintech elle est là pour proposer en fait des solutions de paiement enfin de financement enfin de finance liées à la finance mais qui sont innovants et ça c'est possible que lorsque on s'intéresse en fait aux usages auxquels en fait ces solutions de paiement peuvent être appliquées et je pense qu'on a tellement de défis en fait à régler surtout par rapport justement au fait que bah, la multiplicité des devises et donc il y a aussi une vraie opportunité avec la FCTL la pardon avec la FCTA qui va le marché unique africain. Je pense que c'est une super opportunité pour les fintechs de regarder à quels usages ça peut aller. Et quand je parle d'usage, en fait, je parle aussi de secteur. Ça veut dire qu'on cherche vraiment à déployer euh, euh, la souveraineté alimentaire sur le continent. Bah, comment les fintechs peuvent proposer des solutions qui facilitent les transactions dans le secteur de l'agribusiness, etc. C'est vraiment d'avoir une approche que moi j'appelle Nexus. En fait, c'est vraiment tout le temps de matcher fintech et agriculture, fintech et énergie, fintech et santé, etc. C'est comme ça, en fait, qu'on va pouvoir identifier les besoins et proposer des offres pour y répondre. Donc il y a pas mal d'opportunités. Donc, pas mal d'opportunités. Et en termes de défis, est-ce qu'il y a d'autres choses, à part ce qu'on a déjà dit, que tu souhaiterais ajouter? Alors en matière de défis, donc oui effectivement j'ai mentionné une industrie du conseil inexistante pour les transactions autres que des transactions à enfin, fortement capitalistiques. Ça, c'est un vrai défi. Une réglementation qui n'est pas adaptée, mais parce qu'il n'y a pas de coopération. Mais au sens où, enfin, j'aimerais juste ajouter sur la coopération, c'est qu'effectivement, les fintechs aujourd'hui vont vers les régulateurs, mais n'y vont pas en force. Elles y vont en toquant à la porte chacune, l'une après l'autre. Et je crois vraiment que le défi, c'est de créer justement les institutions, les associations qui vont aller en force. Et ça, c'est vrai que bon, la collaboration sur le continent, c'est pas ce qui nous distingue, mais c'est indispensable, je crois, de collaborer entre startups, entre fintech, pour créer des évolutions réglementaires qui vont être bénéfiques à tous. Bien sûr, j'ai mentionné les investisseurs, en fait, créer en fait de l'épargne locale qui va pouvoir financer
des projets en fait qui sont intéressants localement en fait. Et tant qu'on n'aura pas d'épargne locale, tant qu'on n'aura pas de mécanisme justement pour augmenter cette épargne locale, pour renforcer les investissements, on sera toujours tenu de suivre l'argent, et suivre l'argent, c'est suivre les tendances, et ça crée de l'instabilité. Donc, ce sont oui trois principaux défis, je pense. Et oui, après il y a le défi bien sûr des ressources humaines, hein, clairement. C'est vrai que il faut pouvoir employer suffisamment. Enfin, il faut avoir les bonnes personnes en fait pour grandir. Si on est une boîte à 1000 personnes, c'est-à-dire qu'il faut trouver 1000 personnes compétentes pour chacune le travail qu'elles font. Et ça, c'est un vrai sujet sur le continent, c'est le recrutement. Et donc pour cela, il faut qu'on ait des politiques d'éducation qui correspondent, qui s'inscrivent dans des visions en fait. Tu as parlé de Dubaï. Je pense que ce qui distingue Dubaï, c'est vraiment c'est ce qui a porté Dubaï en quelques décennies, c'était une vision structurante. Donc oui, ce qui manquerait en fait, le principal défi, c'est peut-être le premier d'ailleurs, c'est celui de la vision, c'est d'avoir une vision et pas une vision à 2063, hein. Tout le monde en a déjà une, et j'aurai 73 ans, et j'espère que je vais pas attendre jusqu'à mes 73 ans pour voir Comme tu le dis, pour l'Afrique, pour le continent africain et pour les pays d'Afrique francophone, etc. On a besoin de vision, on a besoin de personnes visionnaires. Et moi, je suis pour le système de table ronde, en fait. Je pense pas. Hein, les leaders, c'est très important. C'est important d'avoir des leaders. Mais je pense que la collaboration, comme tu en as beaucoup parlé durant cet épisode, la collaboration, c'est très important. Avoir une table ronde où oui, oui, il y aura des personnes qui seront leaders parce qu'ils ont plus de capacité à mener une équipe, etc. Mais où on peut avoir plusieurs personnes autour d'une même table, une table qui est ronde et on oui. peut discuter, parler d'avenir et collaborer et s'unir. C'est vraiment ça, il faut apprendre à collaborer. C'est le maître mot, et enfin pour moi on n'y arrivera pas en fait, et c'est pas un hasard. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est un très beau message, je pense, qui a été passé aujourd'hui dans cet épisode. Je voulais te demander, est-ce que tu as des conseils que tu souhaiterais partager ou un message, peu importe, pour des entrepreneurs, des acteurs, des personnes qui sont en Afrique francophone à l'heure actuelle. Oui. Qu'est-ce que tu souhaiterais leur dire? Alors moi je souhaiterais leur dire recruter des avocats locaux. Voilà, parce que en fait vous allez leur donner l'occasion de travailler en fait sur des transactions, et c'est comme ça que qu'une expertise locale va se créer, et vous allez avoir vos intérêts représentés. Donc n'ayez pas ce préjugé de se dire en fait que un avocat qui a été formé localement, qui a jamais voyagé, il peut pas vous servir, il peut pas défendre vos intérêts. Non, complètement pas, parce que au contraire, en fait, il va apprendre, et sinon, si on n'apprenait pas avec notre métier, il y aurait pas de d'avocat spécialisé en droit boursier, parce qu'il n'y avait pas de droit boursier en fait il y a 100 ans. Les avocats, les meilleurs avocats américains, français, allemands à Francfort et tout, tous à un moment donné ont dû apprendre en fait, enfin créer le droit boursier, c'est eux qui l'ont créé avec les autorités et les régulateurs. De même que pour le financement de projets, en fait, c'est une technique qui n'existait pas en fait dans les années 70, c'est né en fin d'année 80. Donc voilà, les gens apprennent en fait, l'industrie se crée avec vous. Donc c'est ça le message que j'aimerais passer. Ouais. Super. Et peut-être unissons-nous. Donc plus de leadership féminin. Je pense qu'on est dans la bonne ère pour ça. Oui, et c'est super. Et c'est super. Eh bien, merci beaucoup à toi, Marie, pour cet échange aujourd'hui. J'ai beaucoup appris et je pense que nos auditeurs vont aussi trouver ça passionnant. On a un vrai pain point en termes de conseils juridiques et financiers. Donc, c'est vraiment pour ça que j'ai décidé de faire ce podcast, de comprendre qu'est-ce qui se passe sur le terrain et de parler voilà, à des vrais acteurs, peu importe que on soit basé en Europe ou autre, ça ne nous empêche pas de comprendre le terrain et d'avoir aussi une vision plus holistique, comme tu l'as dit,
tout à l'heure sur certains sujets. Merci infiniment, Mélissa. Bye bye. Bye. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous à ma chaîne et partagez-le avec vos collègues, vos amis. À bientôt sur Africa Tech Rising.